Jour moins 32. 31 peut-être. Peut-être 31. Peut-être 31. Peut-être qu'il faudrait qu'on allume les lumières pour... Peut-être pas. Moi je trouve que c'est tamisé. Et moi je trouve qu'on crée une vraie relation avec nos interlocuteurs, nos viewers, nos vidéo-visionneurs. Aujourd'hui on vous parle de notre journée un peu... Pas de concept comme hier, mais juste une discussion, quoi, un petit débrief de ce qui s'est passé, parce qu'on a eu plein de cours aujourd'hui, donc on a plus de trucs à dire. Mais Axel, je te laisse commencer comme d'hab, mec. Ok, écoutez, on a commencé aujourd'hui par moi 2 heures de maths sur mon chapitre optimisation sous contrainte. Le principe, c'est d'essayer de trouver le maximum d'une fonction sur un intervalle donné, sachant que nos variables que tu insères dans la fonction, ils vont avoir des contraintes. Par exemple, x doit pas dépasser 3 et doit être un nombre pair, genre. Pour ça, tu vois, c'est une contrainte qui est pas possible parce que c'est trop dur pour nous. Mais x doit être entre moins 3 et 3. Et voilà. Donc ça sert à résoudre des problèmes très pratiques et très pragmatiques. C'est-à-dire on voit très vite dans quoi on peut mettre ça en place. Par exemple, si on va prendre John. John, par exemple, il a plein de moutons. C'est moi. John. J'ai plein de moutons. Et il veut construire un enclos. J'ai tellement eu trop sur un enclos, mec. Voilà. C'est grave. Parfait. Et un enclos rectangulaire, du coup. Il se dit, John, j'ai envie de le faire rectangulaire. La seule forme. Et il se demande, du coup, logiquement, comment je fais pour avoir l'air maximal de mon enclos, sachant que j'ai 10 mètres de palissade. En fait, pour répondre à cette question, en gros, on va prendre une fonction qui prend 2 variables x et y. Ouais. Et qui associe le produit entre x et y, parce que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Quand on assimile x et y à la longueur et à la largeur, on va avoir donc une contrainte qui est que, comme John il a 10 mètres de haies, ça veut dire qu'il a que 10 mètres de périmètre, entre guillemets, et le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois largeur plus 2 fois longueur, quoi. Donc en gros, on va chercher le maximum de la fonction qui a xy associe x fois y, ouais. Sachant que 2 fois x plus y doit être égal à 10, quoi, qu'il a 10 mètres de palissade. Ok. Voilà, et vous serez très surpris de la réponse que l'aire maximale c'est un carré, de côté du coup 2,5. Ce qui semble assez logique, on se dit le rectangle où il y a le plus d'air à l'intérieur c'est un carré. Moi tu vois, ce que j'aurais dit instinctivement, si tu m'avais posé la question sur le chapitre, c'est que peu importe la forme que tu fais avec tes 10 mètres de palissade, à part si bien sûr tu peux pas la fermer, mais tant que tu t'arranges pour pouvoir fermer la palissade, ça fait toujours la même aire, peu importe si genre t'en fais un très fin, mais du coup plus long, ou plus genre, ou un carré ou quoi. Mais apparemment non, pas du tout. C'est faux. Ok, voilà, c'est contre-intuitif et c'est à ça que ça sert les maths. Ouais, tu prends un exemple, avec 10 mètres tu peux faire 1 mètre de largeur 2 fois, puis tu fais 4 mètres, et en fait ton aire elle est égale à 1 fois 4, ça vaut 4. Alors qu'avec mon carré j'ai une aire de 5. Je vais faire un carré sur les bons conseils de mon ami Axel. Voilà, et ça c'est très intéressant je trouve. Ah c'est archi stylé, c'est plus pratique que ce qu'on a fait dans le reste. Enfin, je vois plus d'applications comme ça quoi. Ouais. C'est pour optimiser des trucs comme le dit le nom du chapitre. Après 2 heures d'histoire sur l'Amérique latine, puis on passe vite parce que c'est du cours quoi. C'est ça. Puis de l'anglais, il a rendu les DS, puis l'espagnol où il a rendu les DS. Ok. Voilà. Moi ce matin, donc pendant qu'Axel faisait ses palissades, moi je faisais des petites annales de maths, et le prof de maths donc, est venu un peu répondre à nos questions là, pas mal, pendant la fin de l'heure, il a pris du temps, c'était vraiment cool. Et notamment il a répondu à une de mes questions que je posais hier, qui était de dire qu'on a une propriété en cours qu'on cite tout le temps quand on fait des choses avec des variables aléatoires, quand on veut les sommer, notamment pour faire un produit de convolution. On veut justifier qu'elles sont indépendantes entre elles, mais c'est pas forcément des variables aléatoires simples, c'est peut-être des variables aléatoires qu'on a manipulées avant, quoi, auxquelles on a fait subir des changements divers et variés, on les a divisés par des trucs, on les a divisés entre elles, etc. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit Axel pour justifier qu'elles sont indépendantes ? D'après le lemme des coalitions. Exactement. Et ce lemme des coalitions, il est assez vague en fait dans sa formulation, parce que il dit que 2 variables aléatoires qui sont à la base indépendantes, et tu leur appliques n'importe quelle fonction, et la fonction de chacune des deux est indépendante, genre. Et du coup, moi, j'étais pas sûr de si ça s'appliquait vraiment à toutes les fonctions du monde, genre même à ln exponentielle ou des fonctions qu'on connaît pas, ou c'était juste les fonctions affines. Genre 2 fois la première variable plus 3 est toujours indépendante avec la deuxième. Non mais vraiment, j'étais pas clair là-dessus, donc le prof m'a un peu expliqué pourquoi ça marchait et tout, et que effectivement ça s'applique à toutes les fonctions du monde. Donc ça, c'est dingue. C'est vraiment pas très dur. Enfin,
ça semble logique si par exemple moi je lance un dé, Mhm. Donald Trump il pisse dans la Maison Blanche. Par exemple. C'est plausible jusque-là. Il n'y a aucun lien entre les deux. Mhm. Mais si je compte le nombre de fois où il a fait pipi dans la Maison Blanche et je lui mets une exponentielle dessus, et je prends mon nombre de dés et je le divise par 7, ça n'aura toujours aucune influence, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est ce que je m'étais dit, mais moi je m'étais dit qu'il y aurait des problèmes, notamment parce que, bah, tu vois, on a une variable aléatoire qui suit des lois exponentielles. C'est une loi genre classique. Oui. Et la loi exponentielle, bah, ça utilise l'exponentielle dedans. C'est genre la densité ou la fonction de répartition, dedans il y a l'exponentielle. Oui. Et je me suis dit, peut-être si tu composes par exponentielle, ça va lier les deux, genre ça va faire un truc de. Ça va avoir le même comportement que la deuxième. Ouais, il peut avoir la même loi, mais être qu'il m'en est, pour honte. Ah, c'est vrai. Ouais, mais je t'ai pas allé jusque-là dans mon raisonnement. Je m'étais arrêté à dire que c'était peut-être pas. Enfin, je savais pas en fait. C'était dur à dire. Mais voilà, donc, et puis sinon, bah, j'avance toujours dans mes petites révisions. Là, je suis au chapitre 11 en proba, bientôt le chapitre 13-15, et puis on aura fini quoi. Donc, Ouais, ok. j'ai loupé le chapitre 7. Faut que je revienne dessus après le chapitre 11. Voilà, des préparationnaires qui connaissent par cœur le numéro de leur chapitre, qui savent très bien de quoi ils parlent. Si je te dis chapitre 8, tu me réponds. Diagonalisation. C'est dégueu. C'est atroce. Voilà. On a pas fini, hein. Bah sur ce, mec, j'ai bien aimé ton explication, sache-le. Ouais. J'espère que nos auditeurs aussi, puis on fait des bisous, je pense. Après, en vrai, c'est un mensonge parce que ça, c'était vraiment l'exemple d'introduction. Puis après, on a fait ça avec des fonctions exponentielles et je comprends plus à quoi ça sert. Mais Faut pas le dire, ça. Ce sera coupé au montage de toute façon. Les gens doivent pas savoir. ok. Bon, Bisous. bisous. Bonne soirée.